Grand angle consacré ce soir à un siècle de lutte LGBT en France, alors que les agressions homophobes se multiplient et que le président élu du Brésil déverse sa haine contre les minorités sexuelles. Avec nous pour en parler, Antoine Idier, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, vous publiez le livre qui a pour titre Une histoire de lutte de 1890 à nos jours. C'est aux éditions textuelles. Avec nous également Alice Coffin. Soyez la bienvenue également sur TV5 Monde. Vous êtes militante et fondatrice du collectif Oui, oui, oui. On verra pourquoi cette triple affirmation. Antoine Idier, SOS Homophobie et Inter-LGBT demande à l'État français des mesures concrètes pour lutter contre l'homophobie et contre les agressions que l'on a vues se multiplier récemment en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, fin 2018, c'est encore un des combats à mener? Oui, bien sûr. Et les différents événements récents, les agressions homophobes ou même l'assassinat d'une prostituée trans il y a quelques semaines à Paris ont montré qu'il y avait encore beaucoup à faire. En même temps, j'ai envie de dire qu'au fond, il n'y a rien de grand-chose, il n'y a pas grand-chose de nouveau et qu'il y a un retour de l'homophobie que pour ceux qui croyaient que l'homophobie avait disparu dans la société. À quoi vous l'imputez? À un ensemble de discours et puis plus fondamentalement à une homophobie structurelle. Je pense que toutes les personnes trans, lesbiennes, homosexuelles savent qu'au fond rien n'est gagné et qu'au quotidien ils ou elles peuvent encore rencontrer tous les jours dans leur vie quotidienne des actes, des insultes homophobes. Alice Coffin, on le verra peut-être un peu plus tard dans cet entretien. Vous menez aussi d'autres luttes, notamment pour la PMA, procréation médicalement assistée. Mais tout de même, sur cette question, on parle d'un événement structurel, mais ça ne vous surprend pas tout de même qu'on en soit encore là? Moi, ça ne me surprend pas. Je pense que c'est important que les personnes qui nous regardent aient conscience. Vous voyez, moi, je suis lesbienne. Je me balade depuis des années maintenant, main dans la main, en embrassant la personne dont je suis amoureuse dans la rue. Il faut savoir deux choses. Un, que c'est en permanence. Je sais en permanence, en étant dans la rue, en tant que femme, d'une part, en tant que lesbienne, d'autre part, en tant que lesbienne en couple, c'est aussi la différence, c'est-à-dire de manière visible, embrassant une autre femme, que je peux me prendre, à tout moment, une remarque lesbophobe, une insulte, voire un coup. Et ça m'arrive, et ça m'est arrivé. Et c'est une chose avec laquelle on vit en tant que lesbienne. Alors la question, c'est dans ce pays, en France, est-ce qu'on accepte que ça continue comme ça? Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? Alors justement, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, vient de voir, semble-t-il, ses prérogatives élargies en la matière. Que demandez-vous concrètement? Il y a eu récemment des mesures contre le harcèlement de rue. Est-ce que vous avez des demandes concrètes à faire aux autorités? D'abord, j'adresse un message aux autres personnes LGBT, lesbiennes. C'est normal qu'on ait peur quand on descend dans la rue. En revanche, il faut continuer à se montrer. Et je l'adresse aussi aux agresseurs. On va continuer. On va continuer à s'embrasser dans la rue, à se tenir main dans la main et à s'aimer. Aux autorités, en particulier aux plus hautes autorités de l'État, je leur demande de faire attention à leur discours. Parce que ce qu'on dit, les mots, ça a une importance énorme. Et quand on a un message de soutien du président de la République, Emmanuel Macron, qui appelle à ce qu'il y ait de la tolérance, je cite, envers les concitoyens, concitoyennes, lesbiennes, gays ou trans, ça ne va pas. On ne demande pas à être toléré, on demande à être traité à égalité, à cesser de se faire massacrer dans la rue. Donc oui, évidemment, la notion, c'est des moyens qui sont amplement insuffisants. On en parlera quand on va parler de l'ouvrage sur les archives, mais les fonds publics qui sont donnés pour la lutte LGBT sont dérisoires en France. Les paroles et les actes, justement, peut-être un mot sur les propos du président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, qui a déclaré « Je serais incapable d'aimer un enfant homosexuel, je ne vais pas me comporter comme un hypocrite ici, je préférerais que mon fils meure dans un accident de voiture ». Est-ce que selon vous, ça peut avoir des graves conséquences dans ce pays qui est le 5e pays le plus peuplé au monde et qui connaît d'ailleurs, qui a un fort mouvement en militant LGBT? Oui, bien sûr, parce que les discours structurent les actes et rendent dissibles ou rendent possible un certain nombre de comportements. Et on le voit déjà dans les nouvelles qui arrivent du Brésil. Le fait simplement que ces discours soient dits, que ces paroles circulent, libère un certain nombre d'actions et un certain nombre de violences homophobes depuis ces derniers jours. Alors, à partir d'archives inédites, vous retracez une histoire des luttes et des mouvements LGBT+, en France, répression de l'homosexualité, contre-pouvoir des malades face au sida, mariage pour tous plus récemment, ouverture de la PMA aux couples de femmes, droits des personnes trans. Les sujets sont vastes. Au départ, au 19e siècle, le combat, c'est déjà de faire entrer dans l'espace public le mot homosexuel.
Oui, tout à fait, parce que le mot homosexuel apparaît à la fin des années 1860 sous la plume d'un avocat journaliste hongrois, et on date de cette seconde moitié du 19e siècle, le moment même où le concept, on va dire, d'homosexualité apparaît, où une identité homosexuelle apparaît, c'est-à-dire qu'à un ensemble de comportements, des hommes qui aiment des hommes, des femmes qui aiment des femmes, et associer l'idée qu'il y a une identité, une forme de personnage, et qui est la rupture avec les siècles précédents. Et c'est dans le sillage de l'apparition de ce mot qu'apparaissent les premières revendications, les premières prises de parole, les premiers discours culturels, littéraires, homosexuels. Beaucoup plus tard, 1980, victoire de François Mitterrand, il est élu président de la République. Il va avoir des mots très forts, des engagements. Ont-ils été tenus ? Oui, François Mitterrand s'était engagé à supprimer du code pénal le dernier article réprimant l'homosexualité. Peut-être faut-il rappeler d'ailleurs que la répression de l'homosexualité n'apparaît qu'en 1942 dans le code pénal français, sous le régime de Vichy, et que cette répression est maintenue en 1945, à la Libération, par le gouvernement provisoire de la République française, et un second alinéa réprimant le code pénal apparaît en 1960, au moment où le Parlement décrète l'homosexualité fléau social. Au même titre que l'alcoolisme et la prostitution. Exactement. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, vous, quelles sont, d'un point de vue de militante, les priorités en matière de défense des LGBT ? Tiens, on va peut-être s'arrêter, parce que les mots sont importants aussi. Pourquoi LGBT plus ? Alors, c'est pour désigner, donc c'est lesbienne, gay, bi et trans, et pour désigner, en fait, on peut aussi parler, on peut avoir LGBTI qui parle aussi des intersexes, pour agrandir, en fait, l'ensemble des personnes désignées par cet acronyme. Queer aussi, on voit exactement, parfois, on peut avoir LGBTQ pour queer, mais dans les mots eux-mêmes, on voit, vous disiez, on a eu du mal à faire entrer le mot homosexuel dans l'espace public. Moi, je note qu'on a toujours du mal à faire entrer le mot lesbienne dans l'espace public, médiatique, c'est-à-dire que les personnes, si on prend quelque chose d'un peu connu comme le film La vie d'Adèle, on avait fait une étude à l'époque et on voyait que les journalistes ne prononçaient jamais le mot lesbienne, n'écrivaient jamais le mot lesbienne quand ils parlaient de cette histoire qui était une histoire d'amour lesbienne. Ils racontaient que c'était des femmes en train de se farfouiller le sexe ou des choses comme ça, mais le mot lesbienne, il n'est pas là. Et sur les combats actuels, évidemment, l'actualité, elle est au combat pour la PMA. C'est une actualité qui commence à durer, puisque ça fait 6 ans qu'on entend des promesses, des engagements, des différents... On parlait de la première, celle de Jean-Marc Ayrault, qui était alors Premier ministre français. Absolument, qui s'était engagé à ce que la loi soit votée avant fin 2013. Donc ça remonte. Et donc, évidemment, l'actualité, elle est là. Et justement, dans ce combat-là, pour lier un peu avec les archives et les questions de visibilité, parce que c'est de ça dont il s'agit quand on veut conserver une histoire, c'est la rendre visible aussi. Et c'est vrai c'est particulièrement vrai pour les lesbiennes, parce qu'un des premiers combats, c'est d'accéder dans le temps présent, j'allais dire, à l'image, à l'archive elle-même, à être présente. Et je remercie d'ailleurs TV5 Monde, parce que c'est très rare, en fait, que les lesbiennes soient invitées en plateau, et c'est particulièrement problématique pour ce combat sur la PMA, qui doit évidemment être mené par les personnes qui sont concernées. C'est-à-dire... Alors oui, vous signez un article dans ce livre d'Antoine Idier. Pourquoi cette triple affirmation ? Alors oui. C'était un cri d'abord. Vous imaginez 2012, la manif pour tous qui commence, des hordes d'homophobes dans la rue. Nous, on est là entre militants, lesbiennes, gays, trans, on se dit, on se prend ça dans la tête. Faut qu'on réagisse, mais faut qu'on réagisse aussi en montrant notre force, tout ça. Donc oui, c'est un cri orgasmique d'abord. C'est un cri qui se criait oui. Mais lorsque vous dites des hordes d'homophobes, est-ce que très sincèrement, vous pensez que tous ceux qui ont manifesté dans cette manifestation étaient homophobes ? Et après tout, pourquoi ne seraient-elles pas contre le mariage entre personnes de même sexe ? C'est ce qu'on entend parfois. Elles ont le droit d'être homophobes, ouais. Moi, j'estime que, bien sûr, si vous trouvez... L'homophobe, c'est quoi ? C'est avoir peur de l'homosexualité, avoir peur de femmes qui s'aiment entre elles. Si vous en êtes à penser que non, surtout pas, il ne faut pas que ces personnes se marient, bien sûr qu'il y a une part d'homophobie là-dedans. En tout cas, il y en a certainement dans les personnes qui pensent ça suffisamment important pour descendre dans la rue derrière des panneaux qui, eux, étaient absolument clairement homophobe. Alors, il a été longtemps difficile en France, il est toujours difficile d'être lesbienne, homosexuelle. Après, tout dépend aussi peut-être de sa condition sociale, on n'y échappe pas, et de sa célébrité. Jean Genet, on va le voir à l'image, Jean Cocteau, Michel Foucault, je vous vois sourire, étaient, on peut dire, comme des têtes d'affiche. Et vous dites d'ailleurs, je crois dans un article à un moment donné, vous dites Jean Genet, pour un Jean Genet glorieux, 100 000 PD condamnés au malheur. Oui, c'est une formulation d'un article.
En effet, Alice parlait à l'instant de la question de la visibilité, et l'engagement comme ça d'un certain nombre de figures a été absolument important. Par exemple, les romans de Genet agissent comme une sorte d'étendard ou comme une culture de rassemblement pour ceux qui les lisent, plutôt ceux que celles d'ailleurs, mais ceux qui les lisent. Le romancier marocain Abdelataya d'ailleurs lui consacre un hommage, on va dire, un papier hommage. Voilà. Et en même temps qui interroge aussi par ailleurs la position de Genet vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis des garçons arabes qui rencontraient Rabat. Je parlais tout à l'heure de 1980, François Mitterrand. Ensuite, il y aura Act Up. Il y a eu un film très fort récemment, 120 battements par minute, qui a marqué les esprits. C'est un tournant dans la défense des minorités LGBT+. Ce qui m'a frappé... On parle bien entendu de la lutte contre la maladie du sida à l'époque. Oui, et ce qui m'a frappé dans le succès de 120 battements par minute, c'est combien ça a été un succès finalement très général, y compris pour des personnes, j'allais dire, extérieures à cette histoire, ou en tout cas pas biographiquement liées ni à la lutte contre le sida, ni aux luttes LGBT, et qui redécouvraient ou qui découvraient quelque chose à côté duquel ils étaient passés. Et l'autre importance, je crois, du film, c'est d'avoir relancé le débat sur l'histoire, et notamment le débat sur les archives auxquelles est lié ce livre, et toute cette question de comment conserve-t-on une histoire minoritaire, et comment même relit-on l'histoire à l'aune du point de vue des minoritaires, et comment on va aller contester les récits dominants pour imposer d'autres histoires. Très court peut-être, un livre était sorti récemment expliquant pourquoi les gays votent à droite, il me semble, je n'ai plus le titre en mémoire. Est-ce qu'avec ces agressions qui semblent se multiplier et qui se multiplient en France, vous ne craignez pas que la communauté LGBT porte ses voix vers des extrêmes, quels qu'ils soient ? Ouais, c'est un ouvrage d'un des fondateurs d'Act Up, Didier Lestrade. Est-ce que non, enfin, je veux dire, c'est pas ça, c'est pas comme ça en tout cas que. Parce que souvent il y a des passerelles de solidarité avec les migrants, par exemple, dans les mouvements LGBT+, notamment avec les immigrés, notamment d'Act Up à l'époque. Mais énormément, il y a énormément de passerelles. D'ailleurs, on parlait du Brésil. Il y a aussi un appel ici. On sait que du coup, on va avoir beaucoup de demandes d'asile, de réfugiés lesbiennes, gays, bi, trans, qui vont venir du Brésil. Donc, il faut que l'État français aussi soit prêt à les accueillir de manière urgente, parce que ça va se passer là, maintenant. Donc, effectivement, moi, ce que je vois dans le militantisme LGBT, c'est des gens qui, en général, en particulier dans le militantisme lesbien, sont au contraire les bras grands ouverts et militent pour l'ensemble des causes qui sont chères à l'humanité, pas seulement les. Merci beaucoup Alice Coffin. Merci Antoine d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.